Radio G. Et nous avons le plaisir de retrouver Evelyne Dreyfus dans Carte Postale. Bonjour Evelyne. Tous. Alors vous allez nous parler de quelque chose d'assez nouveau aujourd'hui. Alors j'aurais pas l'idée de le faire, d'y participer, mais paraît-il, et c'est vous qui nous le dites, il y a de plus en plus de dark tourisme ou de tourisme de la catastrophe. C'est ça, c'est pas tout à fait nouveau, mais disons que ça s'est structuré ces dernières années. Alors on juge ça comme on veut, mais ça existe. C'est en fait les destinations dangereuses ou inaccessibles, tout ce qui est tourisme. C'est un peu de la fascination macabre, il faut bien reconnaître. Mais oui, juge comme ça. C'est un peu approcher la mort, parce que c'est une façon de se sentir plus vivant. J'en sais rien. Il y a certainement des motivations là derrière que vous et moi ne comprenons pas forcément. C'est toucher du drame, sans le vivre, donc à bon prix, on va dire, et souvent d'une façon un peu sensationnaliste. C'est pas très évident. Mais moi, ce qui me choque, c'est ceux qui y vendent ce type de voyage. Vous voyez ceux qui y vont comme ceux qui y vendent, c'est-à-dire que oui, ça s'est structuré ces dernières années. Il y a des agences maintenant qui font spécialisées dans le dark tourisme. Alors elles se défendent en disant que c'est du tourisme de mémoire en même temps, historique, et que quand on va dans ces lieux, ok. Bon, très honnêtement, si on va sur les sites nucléaires, parce que ça c'est un des grands choix de ce tourisme-là. Je sais pas quelle est l'histoire, quelle est la mémoire certes, mais de quoi? Parce que je veux dire, par exemple dans Tchernobyl, il faut pas oublier que les États souvent touchent de l'argent de ce tourisme-là. Donc c'est très ambigu. Ils n'incitent pas nécessairement à y aller, mais ils interdisent pas et au passage ils prennent leurs petits billets. Voilà, c'est un petit peu ça, parce que c'est le cas de Tchernobyl notamment, où effectivement on laisse faire les voyagistes, c'est eux, ils récupèrent quand même une part de rétribution là-dessus. Vous avez là-dessus aussi les influenceurs, les youtubeurs qui font du sensationnalisme et qui envoient des photos trash sur les réseaux. Donc, on sait malheureusement que les trains qui n'arrivent pas à l'heure intéressent plus que ceux qui arrivent à l'heure. C'est souvent des photos chocs qui sont là pour, qui visiblement intéressent une part de gens. On ne sait pas trop si ces gens y vont dans un esprit. Comment ils y vont? Parce que vous allez voir, je vais vous citer quelques exemples. Vous allez vous poser des questions. Par exemple, vous avez au Kazakhstan notamment une zone extrêmement radioactive. C'est l'une des plus radioactives au monde parce qu'il y a à peu près 500 bombes quasiment qui sont tombées là-dessus, lâchées par l'URSS à l'époque entre 49 et 89 de notre ère. On estime que ça vaut à peu près à 2500 bombes aussi puissantes que celle d'Hiroshima. Donc on y va avec un guide, on porte une tenue spécifique avec un masque pour se protéger des poussières atomiques parce qu'elles sont extrêmement cancérogènes évidemment. Et puis l'intérêt principal dans ce truc en plus, c'est d'approcher ce qu'on appelle le Ground Zero, la zone la plus radioactive qui est quelque chose comme 20 fois plus radioactive que les zones d'exclusion de Tchernobyl. Donc c'est vous dire que les gens sont quand même un petit peu étonnants. Voilà, vous avez la même chose à Fukushima. Quel est le profil des gens qui choisissent ce type de tourisme? Ça, je ne sais pas, il faudrait faire une étude sociologique, je ne sais pas si elle a été faite. Il y a probablement de tout. Vous avez des gens, si vous êtes dans une région, par exemple, vous êtes dans la région de Fukushima au Japon pour visiter, vous vous dites, tiens, c'est pas loin, je vais voir ce que ça donne. Dans la mesure où effectivement on peut y aller, c'était quand même un séisme de 9,1 sur l'échelle de Richter, c'est pas rien. Il y a eu un énorme tsunami dans la truc. Il y a eu l'explosion de ces 3 réacteurs qui a, Dieu sait, effectivement, on en a assez parlé pour que ce soit encore dans les mémoires effectivement de tous, mais c'est l'un des taux de radioactivité les plus élevés. Vous pouvez pas y rester très très longtemps. Là, c'est vraiment un risque pour la santé. On ne comprend pas ce qu'ils viennent y chercher, mais en plus ils prennent des risques. Ils prennent des risques pour leur propre santé. Oui, ils y restent pas 3 jours, c'est certain. Ils sont protégés, c'est certain. Mais ce qu'ils en tirent, je ne sais pas, c'est de pouvoir dire j'ai été là. Et je pense que les réseaux sociaux y ont beaucoup poussé parce que voilà, regardez, vous avez ne serait-ce qu'Auschwitz, vous avez les camps de concentration. Oui, mais vous avez, quand vous voyez des petites jeunes qui vous font des selfies, des selfies dans des situations, je suis là, machin. Est-ce que c'est bien différent? Je suis pas bien sûre que tous les gens qui vont dans les camps de concentration, ils vont dans une optique de mémoire, d'histoire, etc. On voit très bien ce que ça donne. Il y en a bien sûr dans ces lieux-là qui sont effectivement historiques, mais vous avez Alcatraz au large de San Francisco.
Francisco, c'est une prison qui était horrible. On torturait vraiment tant et plus. C'était la prison d'Al Capone notamment, mais on torturait tant et plus les prisonniers. Ils vivaient dans des conditions absolument déplorables. Et on y va. Je ne sais pas si on y retire une sorte de frisson, mais enfin, il y a des millions de personnes qui vont. Bon, quand vous êtes à San Francisco, c'est clair, vous êtes sur le Golden Gate, vous voyez en face l'îlot de la prison d'Alcatraz. Mais là, peut-être qu'il y a quand même une histoire derrière Alcatraz. On retrouve aussi des scènes de films cultes. Ça peut encore peut-être s'expliquer. Mais quand on va sur une scène comme, vous le disiez, Fukushima ou Tchernobyl, là, l'histoire ne prend pas le pas sur ce qu'on va y trouver. C'est sûr, c'est très partagé. Je veux dire, regardez, il y a l'exemple, par exemple, d'un lieu qui est en Lettonie. C'est la prison de Karosta. Là, ça va même beaucoup plus loin que ça, parce qu'effectivement, c'est une prison qui a été utilisée, employée, je dirais, par tous les régimes totalitaires. Les tsaristes, les soviétiques, les nazis, tout le monde s'en est emparé pour sans doute ne pas forcément faire un Club Med. Et pour 15 € par personne, et puis il faut réserver, évidemment, vous pouvez, ça s'est converti en hôtel, en prison-musée, quoi. Et donc, vous pouvez y dormir. Hôtel. C'est devenu un hôtel, c'est-à-dire là, il y a un degré supérieur évidemment, on vous traite, là vous pouvez soit choisir un dortoir pour 5 ou 10 personnes sans lit, puis on vous sert le petit déjeuner à travers la petite à travers la petite fenêtre, mais si, de la prison le matin. Mais c'est choquant, à travers la porte blindée, vous y passez une nuit effectivement, et on vous traite comme un vrai prisonnier politique de l'époque. C'est un jeu de rôle en fait. On joue à être un prisonnier, on joue à souffrir. Il y a même évidemment des escape games dedans parce qu'évidemment, on préfère en sortir. Mais oui, ça c'est quelque chose qui se répand. Vous avez une prison, c'est pas une prison d'ailleurs, une magnifique forêt au Japon, la forêt de l'Aokigahara. Qui s'appelle la forêt des suicides, parce que c'est une forêt, je crois, de 35 km² qui s'étend, c'est à la base du mont Fuji. Alors, vous avez la beauté du mont Fuji, vous avez ça quand même à la base, qui est une forêt, je la connais pas, mais je veux dire, au Japon, on peut supposer qu'elle est fort belle et fort bien entretenue. Et bien, depuis les années 50, il y a un nombre incroyable de gens, de Japonais, qui se sont suicidés là, pas que des Japonais probablement. Ça, c'est nommé forêt des suicides, et on estime d'ailleurs que 1% des gens qui se suicident au Japon vont se suicider dans cette forêt-là. Donc on va visiter cette forêt-là. Oui. Donc c'est le tourisme des gens cyniques, je dirais en quelque sorte. On ne peut pas savoir. En tout cas, ceux qui sont probablement cyniques, c'est ceux qui organisent ces voyages. Ça, c'est évident. Je veux dire, on a beau arguer effectivement que c'est de la mémoire, que c'est une compassion avec les victimes, etc. Oui, c'est vrai. Si vous allez, par exemple, à Robben Island en Afrique du Sud, vous visitez le lieu où Mandela a été prisonnier avec ses copains, sa cellule et tout, mais c'est pas trash, c'est-à-dire c'est musée, c'est vraiment muséal, c'est pas la même chose. Je crois qu'il faut faire quand même une distinction dans ce dark tourisme, parce qu'il y a vraiment une part de l'histoire, et là où on peut bien sûr s'adosser à l'histoire, et l'histoire prend le pas sur le drame qui a eu lieu. Et puis, il y a aussi des lieux où il n'y a rien à voir, mais il y a juste à revivre. Et là, c'est cynique. Et là, c'est gravissime, parce qu'il y a une attirance pour la mort, une attirance... Absolument. Je crois que c'est quand même... Il y a quand même une connotation macabre, morbide. On ne va pas là-dedans, ou alors on est totalement inconscient et insensible, je dirais, parce que ces pierres respirent, ces lieux respirent la terreur, quoi, je veux dire. Oui, il y a un problème psychologique. Il y a sûrement quelque chose à analyser là-dedans, mais certains n'analysent pas de la même façon. Alors, Evelyne, est-ce que vous avez peut-être une proportion à nous donner? Ce dark tourisme, vous disiez, c'est pas tout nouveau. Ça signifie que ça existe depuis combien d'années à peu près, selon vous? Comme ça, à la louche. En tout cas, organisé comme dark tourisme, je dirais peut-être une dizaine d'années, de façon structurée, organisée, ça a toujours existé. Je veux dire, l'attirance vers les lieux où il se passe une catastrophe, c'est aujourd'hui, vous avez certainement à New York plein de gens qui vont voir les Ground Zero, le lieu où a eu la catastrophe des Twin Towers, c'est sûr. Oui, mais là, on est dans un voyage organisé, donc c'est encore différent si des gens sont attirés parce qu'ils passent là, mais s'ils ont décidé en amont de faire leurs vacances ou de passer leurs vacances
dans une prison pour faire comme si on était prisonnier, comme si on allait être... attention, ils ne passent pas voilà. les vacances. Hein. Au pire, je pense qu'on y passe une nuit. Je suppose qu'on n'a pas très envie d'y passer beaucoup plus de temps que ça. C'est une, en tout cas, une expérience. Si ça existe depuis une dizaine d'années, Ouais. c'est que ça fonctionne et ça fonctionne bien. Mais absolument, ça fonctionne. Et on gagne de l'argent là-dessus. Et ben voilà. Merci infiniment pour cette information. Je vous ai fait moins rêver aujourd'hui. Oui, on rêvera, alors là, on rêvera davantage là, dans les semaines qui viennent. Absolument. C'est dur pour le début d'année, mais enfin, bon, on va faire avec. Bon, ben, on vous retrouve dans la semaine prochaine avec des destinations, j'espère quand même un petit peu plus souriantes. Promettez-moi du soleil. Il n'y en a quand même pas des masses, oui, absolument. Du soleil et des nanas. Voilà, promettez-moi ça. Alors là, franchement, non. Merci. En tout cas, Evelyne, à la semaine prochaine.